l'émergence, c'est effectivement un concept qui est intervenu à une période où en réalité le monde était en crise. Et également, on acceptait de moins en moins ces définitions sur les pays qui étaient dits sous-développés. Les autres les appelaient les pays en voie de développement. Dans d'autres sémantiques, on trouvait les pays pauvres ou les pays du tiers-monde. Toute cette sémantique semblait être quelque peu dépassée. Évidemment, ça renvoie à des concepts d'économie du développement. C'est-à-dire que pendant longtemps, le développement était mis de côté. J'avais dit en fait, même au niveau des académiciens, on disait que le développement, c'était la fille aux mauvaises fréquentations. Les tenants du modèle standard néoclassique, Banque mondiale, institutions financières internationales, évidemment, ne définissaient pas le développement. Ils pensaient que le développement était assimilable à la croissance, parce que la croissance est quantifiable, c'est-à-dire l'accroissement du PIB pendant une certaine période à un taux déterminé. Et cela, il l'appelait la croissance. Pensez donc que la croissance était donc, si vous voulez, le concept le plus approprié pour précisément permettre aux pays en question de sortir du sous-développement. Alors, depuis très longtemps, moi j'étais de ceux qui pensaient que le concept de développement est plus riche que le concept de croissance. La croissance, c'est un accroissement. Mais en fait, cet accroissement doit être lié à des structures productives, n'est-ce pas? Donc à un système productif. Alors, donc à un moment donné, tous ces concepts-là ont été abandonnés. Et on a préféré alors un mot, n'est-ce pas, l'émergence. Mais je dis toujours qu'il faut qu'on interprète l'émergence en dehors du contexte des financiers, parce que les premiers à avoir utilisé le concept d'émergence, c'était précisément les financiers. Alors, c'est ce qui explique d'ailleurs que quand on l'a appliqué au pays, évidemment, on a trouvé là un concept très polymorphe et en même temps assez flou. C'est si bien que beaucoup d'auteurs ont donné des définitions complètement différentes. Pour les institutions financières internationales, l'émergence, c'est effectivement justement cet accroissement de la croissance. La croissance est, si vous voulez, l'indicateur qui doit montrer précisément que les pays émergent. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il faudrait que la croissance soit une croissance au taux le plus élevé possible. Il faut que cette croissance soit régulière, n'est-ce pas? Et compte tenu, bien entendu, des ressources qui sont disponibles. Il faut aussi, dit-on, que cette croissance ne soit pas sujette à des variations trop fortes, soit en hausse, pas de trop forte croissance, ça crée des problèmes, ou alors très faible. Et je me dis donc que cette définition des institutions financières internationales est assez limitée. Elle est très limitée. Évidemment, maintenant, d'autres disent l'émergence, c'est par rapport effectivement à des pays d'Asie qui ont réalisé des miracles formidables, qui, en l'intervalle d'une génération, ont bâti en quelque sorte des systèmes productifs extrêmement performants et pertinents qui leur ont permis de sortir du sous-développement et en même temps d'être de grandes puissances technologiques et financières internationales. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Corée, c'est le cas effectivement de Singapour, c'est le cas de la Malaisie. Évidemment, on a déporté le concept de son contexte financier vers précisément l'explication, si vous voulez, vers l'explication de ces grands succès, de ces miracles asiatiques qu'on avait appelés antérieurement les nouveaux pays industrialisés d'Asie. Si vous comparez la Corée, j'ai fait cette comparaison entre la Corée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au moment de l'indépendance en 1960,
le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient de bien meilleures dotations que la Corée. N'est-ce pas? De bien meilleures dotations, en tout d'ailleurs. Un PIB par tête beaucoup plus important, un minimum d'infrastructures et en même temps une ou deux, une université qui fonctionnait très bien non, j'exagère quand même, qui fonctionnait disons, et ensuite des ressources naturelles qui étaient assez substantielles, même si le Sénégal n'était pas un pays minier à l'époque. Alors, et en l'intervalle entre 60 et à l'époque de 1993, les données ont complètement changé. La Corée est devenue une grande puissance industrielle. Et le Sénégal est resté également toujours dans des spécialisations absolument régressives. En étant méchant, je dis, le Sénégal est resté une république de cacahuètes. Il y a plusieurs critères. D'abord, relatifs à la gouvernance économique. Quelles sont les politiques économiques qui ont été appliquées, n'est-ce pas? Et nous allons voir que si, par exemple, les émergences sont lentes et le seront davantage en Afrique, c'est qu'on n'a pas privilégié l'industrialisation. Parce que c'est une bonne observation des pays asiatiques, ça a été effectivement qui se sont industrialisés. Et l'industrie a été, si vous voulez, le pivot de leur cheminement vers précisément l'émergence. Alors, donc, de bonnes politiques sectorielles. Évidemment, l'industrie, le secteur agricole et ensuite les technologies. Je dis toujours, ce qu'on a, disons de façon générale, le progrès technique, n'est-ce pas? Le progrès technique maintenant, évidemment, ça se réduit principalement aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ont modifié systématiquement les systèmes productifs à tous les niveaux, mais qui ont également modifié le système des savoirs, n'est-ce pas, et qui ont donné des opportunités extraordinaires au pays. Mais les pays émergents se sont engouffrés dans ces progrès techniques. Et là, quand on parle de progrès techniques, on parle tout de suite des ressources humaines, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment mettre le savoir à la disposition de l'économie. Et donc, je disais, de bonnes politiques économiques, avec des politiques sectorielles, le progrès technique, et ensuite, ce que j'appelle maintenant l'outillage mental. C'est très important, l'outillage mental. C'est-à-dire les comportements des hommes. Ce sont ces différents éléments qui constituent effectivement, qui constituent des éléments de définition de l'émergence. La qualité des politiques économiques, la qualité des politiques du progrès technique, et ensuite maintenant l'environnement social qui doit être modifié. Mais autour des valeurs du travail, une fois encore. Les pays africains ont voulu effectivement imiter cela, ils ont dit, on les a appelés les pays émergents, et la plupart du temps, ces politiques dites de l'émergence sont confiées à des bureaux d'études. Il n'y a pas que, nous on connaît McKinsey, mais il n'y a pas que McKinsey, c'est un ensemble de bureaux d'études qui ont été sollicités pour effectivement élaborer ces stratégies de l'émergence. Assez simples. Qui ont simplifié un peu. Mettez l'accent sur les politiques économiques, mettez également l'accent sur la politique, en quelque sorte, comment j'appelle ça? C'est un peu plus que les politiques de gouvernance. Et ensuite, les politiques sociales, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des travailleurs, et ensuite avoir de très bonnes institutions. Cet ensemble-là, donc, constitue évidemment justement le package que les bureaux d'études ont dû vendre aux pays africains. Ce qui fait que
généralement, tous ces pays-là qui veulent aller à l'émergence ont à peu près le même profil, si vous voulez, de politique économique et de politique de gouvernance. Évidemment, ce qui est positif dans tout cela, on conçoit ces politiques-là dans le long terme. C'est-à-dire, en fait, ça aussi, c'est une rupture avec les programmes d'ajustement structurel, qui étaient des programmes de très court terme, où effectivement, il fallait, en quelque sorte, si vous voulez, pour arriver à l'objectif, n'est-ce pas, comprimer complètement, les politiques économiques autour d'un noyau ou d'un référentiel de libéralisation. Hein, il faudrait privatiser, il faudrait effectivement désengager l'État, il faudrait également, si vous voulez, appliquer la vérité des prix un peu partout, mais il n'y avait aucun programme de long terme. Donc, c'était des politiques extrêmement restrictives. La plupart du temps, ces politiques restrictives, évidemment, ont démantelé à peu près l'État de manière absolue. Or, l'État est l'architecte, en quelque sorte, des pays émergents. C'est-à-dire que nous avons, dans ces pays d'Asie, un État qui est un État de grande qualité. Hugon l'appelle d'ailleurs l'État pro. Producteur, promoteur, programmeur, prospecteur, actionnaire, etc. Évidemment, l'État n'oublie pas son secteur privé. Il l'accompagne et en fait un partenaire absolument fiable. Je vous donne cette citation du Premier ministre de Singapour. Un jour, on lui a demandé, mais quelles sont les raisons du miracle à Singapour? Il a dit, c'est deux choses. C'est d'abord le fait que nous ayons mis l'État en avant, mais avec une administration sérieuse, vertueuse et honnête. Et maintenant, nous avons accompagné le secteur privé. Il a demandé à ses agents publics combien, qui est mieux payé. Les agents lui disent, mais c'est ce qui travaille dans le secteur privé. Mais il dit, pourquoi ils sont mieux payés que vous? Ils disent, ah, mais parce qu'ils s'organisent mieux. Il a dit, mais écoutez, on vous donne maintenant plus de pouvoir qu'eux, mais faites en sorte que vous travaillez de manière plus vertueuse. À partir de ce moment, vous pouvez avoir, ou prétendre à peu près avoir les mêmes salaires. Mais il ajoute, évidemment, tout ça ne doit pas se faire en considérant justement un fonctionnement sociétal démocratique. Là aussi, toutes ces expériences étaient très peu démocratiques. Et le président de Corée disait toujours, la démocratie viendra après, quand nous serons riches. Nous pouvons nous permettre, évidemment, de contester. Quand les États africains ont voulu bâtir l'émergence, ils ont fait appel, comme je l'ai dit, aux cabinets d'audit, aux sociétés d'audit et à des cabinets privés, comme McKinsey et autres. Alors, évidemment, la plupart du temps, ces cabinets ont ramassé évidemment l'émergence en quelques piliers, trois piliers, n'est-ce pas, avoir de bonnes politiques économiques, avoir une bonne gouvernance et avoir des politiques sociales appropriées. Mais en toile de fond, la transformation structurelle des sociétés. C'est partout pareil. Mais au niveau de l'économie, on réhabilite le plan, la planification. Ça, étant entendu qu'on travaille dans le long terme, évidemment, quelqu'un disait, un auteur que je n'aime pas beaucoup parce qu'il a donné dans le fascisme, c'est Nietzsche. Il disait,
l'avenir appartient à ceux qui ont la mémoire la plus longue. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire, au fond, il faut prendre 20 ans, 30 ans pour pouvoir effectivement avoir, pour avoir plus d'éclairage sur l'horizon temporel, ce qu'on va faire. Évidemment, d'un cadre macroéconomique assaini, d'une gestion budgétaire également assainie, mais avec évidemment un certain nombre de projets structurants au niveau de l'économie et dans les secteurs les plus importants. Secteur agricole, secteur industriel, secteur tertiaire et des services, etc. Et ensuite dans les infrastructures, c'est-à-dire, si vous voulez, ce secteur transversal qui permet effectivement de créer des externalités positives pour tous les agents. Et enfin, le secteur privé. Évidemment, ils ajoutent maintenant la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, bon, c'est aussi un fait contemporain. Donc voilà en gros ce qui fait que presque tous les plans d'émergence se ressemblent, sauf celui du Maroc. Bon, il y a les gens qui ne sont pas pressés. Pour 2035, c'est nous et le Cameroun. Il y a d'autres qui estiment qu'on peut y arriver en 2020. C'est la seule différence, c'est l'horizon temporel. Mais si vous regardez les contenus, kiff bourrico. Kiff bourrico. Il n'y a pas de différence. Bon, il y a ce que j'appelle les gens pressés. Bon. Et ensuite, les gens qui, évidemment, prennent le temps. Le Cameroun dit on arrivera à l'émergence en 2035. Le Sénégal, la même chose. J'espère que peut-être Biya ne sera plus là. Bon. Et maintenant, il y a aussi peut-être une différence dans la gestion publique. Nous avons la démocratie. La démocratie, j'allais dire, j'aime pas beaucoup ce terme, mais la démocratie occidentale est appliquée différemment. Il y a un pays comme le Sénégal, si et c'est. Donc avec un État qui se veut démocratique. Mais ça, c'est toute une lutte. Ça tombe pas du ciel. Et comparé à cela, l'État néo-patrimonial du Gabon, ça aussi, ça constitue des différences. Alors, au-delà de ça, mais ce qui fait la particularité du Maroc, c'est effectivement que le plan émergent a été confié à un bureau d'études marocain. Donc, qui connaît très bien le contexte, qui connaît bien le contexte des politiques économiques. Le PSE, dans la première version, c'était une version qui était assez amusante parce que c'était un peu comme le faisait Paris Match. Les images, n'est-ce pas, le choc des photos. Voilà, le choc des photos et le choc des idées. Et le poids des mots. Et voilà, on a imité ça. C'était donc un ensemble de slides qui était vraiment trop simpliste. Mais quand on a... ce que le président Macky Sall a fait, qui me semblait très positif, ça a été de demander à des experts locaux de relooker complètement le PSE. Voilà, le DISO. Et puis bon, ces experts ont rendu en fait le programme un peu plus articulé et techniquement mieux fait, parce qu'il y a quelques techniciens qui y ont travaillé. Et finalement, alors, ce qui a été présenté par McKinsey et qui était un schéma plus destiné aux bailleurs de fonds, ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, donc avec ce simplisme-là, évidemment, a été retravaillé. Bon, jusqu'à maintenant, il y a encore des choses à faire, à creuser là-dedans.
Alors que dans le cas du Maroc, tout ça a été fait par des Marocains. C'est toujours bien. Je dis toujours, il faut toujours que nous pensions avec nos propres têtes pour trouver nos propres solutions. Peut-être qu'elles ne peuvent pas être toujours bonnes, mais ce sont nos solutions. Nous les rectifierons au fur et à mesure. Mais on ne peut pas faire du développement avec la tête des autres. Je crois que c'est Kiserbo qui le disait, hein, nous couchons sur la natte des autres. Moi, je crois à l'émergence. Au-delà des mots, il faut aller dans le fond des choses. Le fond des choses, c'est que nous pouvons sortir du sous-développement comme les pays asiatiques ont fait. Mais il ne faut pas qu'on rate les piliers et les instruments. Les piliers, c'est qu'il faut qu'on s'industrialise. Nous ne pourrons jamais nous en sortir tant qu'on restera des producteurs de matières premières. Nous n'atteindrons jamais, si vous voulez, la chaîne des valeurs internationales, n'est-ce pas? Et donc, l'industrialisation doit être le pilier le plus important. Puis ensuite, deuxièmement, il faut qu'on traite l'agriculture à telle enseigne qu'elle soit en connexion avec l'industrie, n'est-ce pas? Que l'agriculture puisse trouver dans le système industriel les intrants qui lui permettent d'améliorer la productivité et ensuite que les produits de l'agriculture soient en réalité exploités industriellement. Cette double liaison est absolument indispensable en matière d'agriculture, en matière de lien entre le secteur industriel et le secteur agricole. Puis il faut nécessairement qu'on développe les ressources humaines. Développer les ressources humaines, nous sommes dans des sociétés du savoir. Pas? Ça c'est la caractéristique du monde. Il faudrait qu'il y ait des investissements. Mais ces investissements dans le savoir, c'est deux composantes. C'est d'abord nos systèmes universitaires et ensuite c'est la recherche. Nos systèmes universitaires, c'est un mimétisme extraordinaire. Nous voulons imiter un peu l'Europe, n'est-ce pas? Surtout son système universitaire. Et nous ne nous donnons pas les moyens d'avoir une université qui soit chevillée, effectivement, à nos réalités locales. Et deuxièmement, la recherche. Nos universités ne sont pas très bonnes. Et il y a aussi que la recherche, on ne s'en occupe pas. Je prends un petit exemple qui n'a l'air de rien. Vous prenez la recherche en Afrique, ça ne fait pas 0,3% du PIB. Alors évidemment, ça ne vous permet pas d'atteindre les pays émergents. La Chine dépense aujourd'hui plus de 500 milliards en matière de recherche. Et envoie ces agents, ces chercheurs les plus pointus, les envoie dans les grands laboratoires du monde. Si nous arrivons à créer des visions nouvelles autour de cela, c'est-à-dire améliorer ce qui existe, n'est-ce pas, par des réflexions et des recherches plus approfondies dans les domaines que j'ai cités, l'industrialisation. J'ai écrit un ouvrage qui a amené beaucoup de polémiques. La plupart du temps, d'ailleurs, les controverses les plus dures sont venues précisément de l'Europe. J'ai dit, en fait, dans cet ouvrage, au départ, j'ai dit la suprématie de l'Europe, c'est terminé. Hein? L'Europe a eu sa suprématie sur l'exploitation des matières premières de nos pays, premièrement. Et deuxièmement, ils ont réalisé la révolution industrielle au XIXe siècle. Mais maintenant, c'est fini, le cycle est terminé. Parce que ce qui leur donnait un avantage, d'autres peuvent le faire
c'est-à-dire les pays émergents, ils le font et ils le font moins cher. Donc à partir de ce moment, nous vivons une période où effectivement, nous pouvons nous adosser sur ces émergents pour précisément amorcer notre système un système industriel. Donc l'industrialisation devient possible. Tant plus que nous sommes les détenteurs des matières premières. Nous avons toujours été des pays pauvres, mais qui sont assis sur des richesses inestimables. Alors, donc, je pense que l'industrialisation n'est pas tardive. Et si nous sommes attentifs d'ailleurs, la Banque mondiale qui était absolument hostile à l'industrialisation, dans un rapport récent, dit en fait que l'Afrique doit s'industrialiser. Alors, donc, exact, changement complet de paradigme. La banque est coutumière d'ailleurs de cela, entre parenthèses. Mais disons que c'est ça qui fonde mon optimisme. C'est qu'aujourd'hui nous avons un basculement dans le système mondial, tel que de toute manière, le huis clos qu'on avait avec nos anciennes puissances, c'est fini. C'est fini. Il y a des milliers de partenariats qui sont possibles et qui peuvent nous être absolument utiles si nous savons précisément les exploiter et à bon escient. Regardez ce qui se passe dans les infrastructures en Afrique. C'est extraordinaire. 4 siècles ou 3 siècles ici ou 4 siècles de colonisation ne nous ont pas donné cela, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on a des infrastructures qui vraiment commencent à sortir de terre, des routes, une maîtrise de l'hydraulique, n'est-ce pas? Donc des barrages un peu partout. Et puis ensuite, nous avons des transports, ainsi de suite, de l'énergie, la question de l'énergie, qui est une question fondamentale. De toute manière, même ceux qui n'ont pas de pétrole peuvent effectivement trouver un raccourci avec les énergies renouvelables ou développer le mix énergétique. Donc je me dis, au fond, nous avons une géopolitique internationale absolument favorable à notre développement. Notre problème, et j'insiste beaucoup, dans l'article que je viens de produire, je dis en fait, les pays qui réussissent sont les pays où les dirigeants prennent de bonnes décisions, des choix économiques opportuns. N'est-ce pas? Alors, si nous avons de bons dirigeants, de bon leadership, qui prennent précisément leurs responsabilités, n'est-ce pas? Il va sans dire qu'on a toutes les raisons d'être optimiste. Bon, je suis un enseignant, un chercheur. Je suis un chercheur et ce que j'ai voulu faire dans ma vie. Mon père était un commerçant. Alors, il m'en voulait beaucoup parce que je détestais effectivement cette activité. Et à l'époque, ce qui faisait que j'avais adhéré au Parti africain de l'indépendance. Je faisais partie des plus jeunes membres du PAI de l'époque, évidemment avec toutes les turbulences que ça comportait. Donc, mais depuis, j'ai choisi. Et on a voulu, ensuite mes parents ont voulu faire de moi un banquier. Parce que mon père était un ami des Seydi, n'est-ce pas? Et cet homme était remarquable. Il disait, mais tu es tellement intelligent, tu ne vas pas aller dans un lycée ou des choses comme ça pour prendre la craie. Non, non, il faut que tu viennes faire la banque. Alors, ça ne m'a pas convaincu. Donc j'ai été un enseignant. Évidemment, bon, j'ai gravi à peu près, Dieu merci, toutes les échelles. J'ai fait une thèse de doctorat avec mention. À l'époque, on donnait des mentions très bien, félicitations du jury. J'ai fait l'agrégation, j'étais major. Et puis ensuite, bon, maintenant membre de l'académie et puis les palmes académiques. Donc, j'ai à peu près un profil d'un chercheur, mais malheureusement pas d'un politique.
une fois, quand j'ai fait ma thèse, le président Senghor avait demandé à me voir. Parce que, comme il disait, moi, chaque fois, j'entends mes enfants parler de Kassé. Alors, il nous a dit ceci, leur discussion tournait autour de ce type-là, il faut que je le voie. J'ai été le voir, nous avons discuté longuement, très très longuement. Il m'a dit, mais vous ne voulez pas faire une fonction publique, pourquoi? J'ai dit non, monsieur le président, vraiment, pas du tout. Alors, je reste à l'université. Il m'a dit, mais oui, mais je vous encourage, il faut rester à l'université. Moi-même, je suis venu à la politique par hasard et je le regrette, je voulais... Alors, donc, je me dis, au fond, voilà, ça a été mon choix. Ça a été mon... Alors, et puis, je me suis dit aussi, quand on investit autant dans la recherche, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Un chercheur ne doit pas être isolé, parce que ce n'est pas un politique. Nous devons toujours nous rapprocher des politiques, parce que c'est eux les décideurs. C'est eux qui peuvent. Nous pouvons avoir la pensée, une bonne pensée, mais si elle n'est pas au service de la société, ça ne sert à rien. C'est Mandela qui disait un développement sans vision ne mène nulle part. Il dit une vision sans ressort également ne mène nulle part. Il faut qu'il y ait une vision articulée à une action. Or, le chercheur n'est pas un acteur. On ne va pas reprocher aux économistes d'avoir une économie aussi délabrée que celle qui a caractérisé les années 60-2000. On ne va pas reprocher aux économistes. On leur reprochera quand même de ne pas réfléchir pour dire aux décideurs, voilà le chemin. Quitte à eux d'appliquer ou de ne pas appliquer, premièrement. Deuxièmement, les académiciens doivent convaincre les décideurs, devons les convaincre. Aux États-Unis, ça passe par, évidemment, des think tanks, ça passe par des organisations savantes, ça passe également par le lobbying. Ce que nous ne faisons pas assez d'ailleurs. C'est pourquoi, en fait, la politique coupée des idées, ça devient très médiocre, mais les idées sans politique également, ça devient une rêverie. Alors moi, j'ai essayé de faire la synthèse des deux, ce qui m'a amené à beaucoup écrire. J'ai écrit au moins une quarantaine d'articles, un peu plus quand même, 47 je crois, pour être précis. Et j'ai écrit également une douzaine d'ouvrages. Et je suis en train d'écrire la 13e, probablement ça va être le dernier. Et voilà.